Alors, on a vu la dernière fois, c'est un peu loin pour vous, hein, je vais juste vous rappeler 2-3 choses qui vont aussi nous servir pour le TD là. Donc, on a commencé un chapitre sur les collisions, et donc on a commencé à examiner des situations où on envoyait un machin sur un autre, et on regardait les contraintes cinématiques qu'il y avait là-dessus. Notamment, on a vu que la quantité de mouvement, la quadri-quantité de mouvement était une quantité conservée au cours des chocs, enfin, de manière générale, au cours des réactions qui peuvent avoir lieu. Je vous rappelle que ce qu'on a appelé la quadri-quantité de mouvement, c'était un truc à 4 composantes, un objet mathématique à 4 composantes, dont les composantes étaient données par ça. Le gamma qui est ici, j'ai parfois mis un indice P pour dire que c'était le gamma associé à la vitesse de la particule dans le référentiel dans lequel on se plaçait. Et j'ai aussi écrit ça d'une autre manière. Là-dedans, on avait identifié ça quelque chose qui était lié à l'énergie. Et ça, on l'avait aussi écrit E sur C. E sur C2 fois Vx. E sur C2 fois Vy. E sur C2 fois Vz. Ça, c'était simplement lié au fait à la relation que j'ai écrite ici. Ce qu'on avait appelé l'énergie totale, c'était une définition, c'était gamma fois mc carré. Donc gamma m, c'est E sur c carré, et en remplaçant les gamma m là-dedans par E sur c carré, ça donne ce qui est ici. Et je vous rappelle l'avantage, pourquoi j'avais voulu introduire ça comme ça, c'est que l'expression faite ici, on voit qu'elle est valable même pour des particules de masse nulle. Une particule qui a une masse nulle mais une énergie non nulle a une quantité de mouvement, une quadri-quantité de mouvement non nulle. Et surtout une partie spatiale de la quantité de mouvement qui est pas nulle. Ça emporte de la quantité de mouvement, une particule de masse nulle. Ça va jouer un rôle dans ce qu'on va faire, tout à l'heure. Donc on a vu plusieurs règles associées à ça, plusieurs lois associées à ces quadri-quantités de mouvement. Et je vais les rappeler ici parce que je vais y faire référence dans le TD. Pour ne pas les confondre, des fois je dirais on va utiliser la propriété 1, des fois la propriété 2, et en essayant de bien faire en sorte de ne pas les confondre. J'ai dit que je filmais l'autre tableau, donc si j'écris là-bas ça permet. Donc les deux règles qu'on a vues sur ça, enfin celles dont on va parler ici, c'est la règle 1, c'est que la quadri-quantité de mouvement est conservée au cours des réactions, des chocs. Et je vais juste écrire ici, je ne vais pas faire toute la phrase, je vais mettre elle est conservée. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps la dernière fois pour vous dire ce que ça voulait dire conserver. Et vous donner la nuance notamment avec l'invariance, dont je vais parler après. Mais voilà. Et ça va s'écrire de manière générale, ça on va l'écrire comme quantité de mouvement avant est égale à quantité de mouvement après. Et il s'agira de la quantité de mouvement totale à chaque fois. On a vu aussi une autre propriété, liée cette fois-ci non pas à ce qui se passe avant ou après les chocs, mais vraiment une propriété mathématique de cet objet-là. On a vu que le produit scalaire de quadrivecteurs était invariant. Invariant. Cette fois-ci, ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez deux quadrivecteurs, P1 et P2 par exemple, vous faites leur produit scalaire, la quantité que vous allez trouver va être la même dans tous les référentiels. À un instant donné, un événement donné, si vous calculez le produit scalaire dans un référentiel ou dans un autre, vous allez trouver la même valeur. Et c'est vraiment très différent de ça. La quadri-quantité de mouvement en elle-même n'est pas une quantité qui est invariante. Quand vous changez de référentiel, la quadri-quantité de mouvement change, les coordonnées qui sont ici changent, d'après la transformation de Lorentz d'ailleurs. Par contre, le produit scalaire de deux de ces objets-là, il est effectivement invariant par changement de référentiel. Et on va voir que ces deux propriétés-là, ça permet dans les calculs, et on verra ça en TD tout à l'heure, si on choisit l'une ou l'autre, ça peut amener plus ou moins vite à un résultat. Ces deux propriétés ne sont pas équivalentes, mais des fois, en appliquant l'une ou l'autre, on peut arriver au même résultat, et l'une ou l'autre est plus rapide. Donc ça va demander un petit peu d'expertise de votre part. On va faire plusieurs exos, et à la fin, vous commencerez à voir un peu comment ça marche. Bon. Et dernier rappel sur ce qu'on a fait. La dernière fois, j'avais terminé par l'étude de choc dans deux situations. On avait d'une part un choc entre un projectile et une cible. On avait une cible d'une huile, on envoyait un truc dessus, paf, et on regardait l'énergie
qui étaient disponibles dans le laboratoire avec cette réaction. Et je vous avais d'autre part on avait étudié ensemble une autre situation où on avait deux particules qu'on envoyait l'une sur l'autre avec une certaine énergie. Et on a vu que c'était beaucoup plus efficace d'envoyer les particules l'une suicide de Rayleigh. On a vu que c'était beaucoup plus efficace d'envoyer les particules l'une sur l'autre à une énergie donnée que d'en envoyer une sur une cible. On perdait pas mal d'énergie si on faisait une collision avec une cible fixe. La raison, c'était, je vous le rappelle, que comme la quantité de mouvement est conservée, et c'est la même avant ou après, dans la situation où on a une cible fixe et qu'on envoie un projectile dessus, ça c'est une situation dans laquelle il y a la quantité de mouvement totale. Là, celle-là n'en a pas, mais celle-là, elle en a. Donc la quantité de mouvement totale n'est pas nulle. Donc à la fin, la quantité de mouvement totale n'est pas nulle non plus. Donc les produits de la réaction vont être envoyés dans cette direction-là, voilà, parce que, à cause du choc. Et dans l'état final, on aura finalement une certaine quantité de mouvement dans cette direction-là. Donc on aura aussi de l'énergie cinétique associée au déplacement des produits. Donc les produits vont emporter avec eux une partie de l'énergie cinétique. Et cette énergie cinétique, elle n'est pas disponible du coup pour créer des particules. Si l'idée c'est d'utiliser E égale mc2 pour créer des nouvelles particules, on a envie que le maximum d'énergie du début soit mis sous forme de masse et fasse des nouvelles particules. Si dans cette énergie de départ, il y en a déjà une partie qui doit être mise de côté parce qu'on veut avoir de l'énergie cinétique pour les produits finaux, ben on en a moins du coup qui est disponible vraiment pour les réactions. Là, je suis allé un petit peu vite dans le rappel que je viens de faire ici. C'est ce qu'on va voir maintenant là. Je vais vous dire ça un peu d'une autre manière. Je vais vous parler, pour commencer, de référentiel de centre de masse en relativité restreinte. Je vous parlerai ensuite, je vous montrerai 2-3 trucs sur des chocs entre deux particules, et puis ensuite on passera à la partie TD qui ira beaucoup plus loin dans ce que je viens de vous dire là, et puis surtout qui utilisera la notion de référentiel du centre de masse. Donc la raison pour laquelle je voulais faire un bout de cours avant, c'est vraiment pour introduire cette notion référentielle du centre de masse, qui permet de simplifier beaucoup les calculs. C'est parti. Est-ce que d'abord, vous pouvez me rappeler, vous, ce que c'est que le référentiel du centre de masse en physique classique? Qui veut jouer? C'est le référentiel qui est attaché au barycentre des masses du système. D'accord. Donc on a ici tout un tas de masses, M1, M2, M3, qui peuvent être éventuellement en train de se déplacer, on s'en fout, à un instant donné elles sont comme ça. Je vais appeler petit m c'est les masses, je vais appeler grand M les points géométriques. Alors on ne voit pas la différence sur le dessin, mais je vous le dis, un grand M c'est le nom des points géométriques, petit m c'est les masses. Je vais mettre une origine qui part ici, n'importe où, O. Et donc tu me dis, c'est le référentiel qui est attaché au barycentre de ces masses. Je vous propose d'appeler le point G le barycentre. Tout ça, écrivez-moi tous sur votre feuille la définition du barycentre. Quelle est la relation par exemple, écrivez-moi une relation qui donne OG. Si on a OG en fonction du reste, comment c'est O pour trouver OG. Donnez-moi l'expression qui donne OG en fonction des masses et de position de ces masses. C'est-à-dire quoi le bary dans barycentre, vous savez, étymologiquement? Non, ça veut dire lourd. Bary, lourd. Les baryons, en physique des particules, c'est particules qui sont lourdes. Barry White, c'est un gros gars. Bon, barycentre, alors c'est le centre de gravité, si vous préférez, hein, ça s'appelle comme ça aussi. C'est la moyenne, c'est le point moyen où on met comme poids au sens statistique, hein, comme les coefs quand vous faites vos moyennes. Le coef qu'on met, c'est la masse des particules. Donc chaque particule ici compte autant que sa masse. Voilà. Et donc quand vous faites votre moyenne, vous, ce que vous faites, c'est vous mettez note, vous écrivez que moyenne, c'est égal à note fois coef. Vous faites la somme sur toutes les matières, la note que vous avez dans la matière I fois le coef de I, et vous divisez tout par la somme des coefs. Sinon vous avez une note qui est supérieure à la maximum de. Bon bref, ça vous calculez votre moyenne comme ça. Bon, bah ici on fait pareil, sauf que les coefs c'est les masses. Et les positions, les notes c'est les positions. Donc ça c'est somme des MI fois OMI sur somme des MI. C'est-à-dire c'est la masse totale ici au dénominateur.
Ça va pour tout le monde, ça? Si vous avez une question, allez-y, posez-la, parce que il ne faudrait pas que vous soyez bloqué sur déjà ça. C'est bon? Okay. Du coup, ça on peut l'écrire aussi un tout petit peu différemment. Je vais mettre la somme des MI de l'autre côté là-bas. Je vais même le faire directement au tableau. Je vais l'écrire comme ça. Pourquoi je vais écrire ça? Parce qu'on a une deuxième relation, une autre définition du centre de gravité qui peut être tout aussi intéressante. C'est que si je calcule la somme sur toutes les particules de MI fois GMI, vecteur. Donc cette fois-ci, si je prends G comme comme point de référence, et que je fais la somme des GMI pondérée par les masses, ça s'écrit. Si j'utilise la relation de Chasles en insérant le O là-dedans, ça c'est somme sur I de MI fois GO plus somme des MI fois O MI. D'accord? Là j'ai juste séparé en deux. Or le terme qui est ici, c'est lui là-haut. Donc ça c'est simplement somme des MI fois OG. Là-dedans, vous voyez que GO, dans la somme, c'est le même pour tous, on peut le mettre en facteur, ça ne dépend pas de lui, donc je peux écrire ça comme ça. Et vous voyez que ce terme-là, GO, c'est l'opposé de OG, donc tout ça, ça fait 0. Et donc le terme qui est ici fait 0. Voilà. Donc c'est une autre manière de définir le centre de gravité. Voilà, c'est le point par rapport auquel la position moyenne est nulle. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? L'intérêt du centre de masse en mécanique, c'est que quand on calcule par exemple la quantité de mouvement totale, on s'aperçoit que ça fait quelque chose de très simple, puisque je vais prendre, à partir de la relation qui est ici, et je vais la dériver par rapport au temps. Somme des MI, D de GMI sur DT, et ça c'est égal à 0, d'après ce que je là-bas. Ça, le terme qui est ici, c'est la vitesse de chacun des points, chacune des masses MI, si on prend comme origine le point G, le centre de gravité. Donc si on prend comme origine le centre de gravité, ça c'est finalement la vitesse de la masse I, que je vais noter VI comme ça. Et ça s'écrit simplement somme des MIVI est égale à 0. C'est-à-dire somme des... Ça c'est les quantités de mouvement, somme des PI est égale à 0. Donc si on prend le point G comme origine du repère, on voit que la quantité de mouvement totale est nulle. Ça s'appelle, donc le point G, ça s'appelle le centre de gravité, le référentiel attaché à G, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est le référentiel du centre de masse. C'est ce qu'on appelle le référentiel du centre de masse. Et du coup, assez souvent, en méca, quand on fait ça, on met des étoiles. Ici, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait ça? Avec David Marsan, probablement, à un moment donné. Bon, en tout cas, c'est assez courant de mettre des étoiles quand on étudie les choses dans le référentiel du centre de masse. Ça permet de se rappeler qu'on est dans ce référentiel. Donc en mécanique classique, vous voyez que le référentiel du centre de masse, c'est le référentiel associé au centre de gravité. Et une des propriétés fondamentales de ça, c'est que la quantité de mouvement total est nulle dans ce référentiel. En relativité, ça pose un problème, cette définition. En relativité restreinte, cette définition-là n'implique pas ça, en fait, que ces deux propriétés ici ne sont pas équivalentes. Et en général, ne sont pas vérifiées en même temps. Il n'y en a qu'une des deux qui peut être vraie. Et ça, c'est dû au fait que dans la démonstration, quand on passe de là à là à là, on identifie ensuite la quantité de mouvement à m fois v, et donc la quantité de mouvement est vraiment proportionnelle à la masse des objets. Or, on a vu la dernière fois, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, que même les particules de masse nulle peuvent avoir une quantité de mouvement non nulle. Des particules qui ont une masse nulle et qui peuvent donc ne pas contribuer au centre de gravité ici, ne pas apporter de poids au centre de gravité, peuvent quand même avoir une certaine quantité de mouvement dans le bilan total. Donc juste pour prendre un exemple plus précis de ça, considérons ici un corps de masse m et puis un photon, une particule de masse nulle qui part dans cette direction-là. Je vais le mettre comme ça c'est la particule 2, ça c'est la particule 1. Le centre de masse du système, le barycentre des masses, est entièrement situé ici. Donc le point ici G se confond avec la position de cette masse-là. Donc là, le référentiel du centre de masse, d'après cette définition, serait
serait centré ici, en ce point-là. Alors que si on prend la définition qui est ici, si on prend la propriété qui est ici, c'est dans un autre référentiel que serait vérifié la relation qui est là, en particulier dans ce référentiel-là qu'on est en train de considérer où la particule n est immobile. Cette quantité de mouvement-là est nulle, mais celle du photon ne l'est pas, donc la quantité de mouvement totale du système n'est pas nulle. Donc, en prenant cette définition-là, dans la situation qui est ici avec une des particules qui a une masse nulle, on voit que ça, c'est pas vérifié. Pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, parce que la notion de référentiel de centre de masse, elle va intervenir assez régulièrement dans la suite du cours, et il va falloir choisir une des deux définitions. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? En fait, on va voir que c'est cette définition-là qui est vraiment très fondamentale et qui permet de dire des choses intéressantes. C'est dans le référentiel où cette propriété ici est vérifiée que certains calculs deviennent plus faciles. Ça, on va avoir l'occasion de le voir dans la suite de manière assez récurrente. Donc, en relativité, on appelle référentiel du centre de masse le référentiel dans lequel la somme des quantités de mouvement est nulle. Donc, la quantité de mouvement totale est égale à 0. Et on note du coup dans ce référentiel souvent les compteurs avec des étoiles. Donc ici, ce serait un pays étoile si on se place dans le référentiel du centre de masse. Donc c'est dans certaines situations, quand on étudie certains chocs ou certaines désintégrations, le référentiel dans lequel ça s'est vérifié conduit à certains calculs qui sont plus faciles. Et ça, c'est en particulier parce que la quantité de mouvement total étant quelque chose de conservé, si elle est nulle au départ, avant la collision dans le référentiel, elle reste nulle, elle est nulle tout le temps en fait. Et donc quand on a une quantité comme ça qui est nulle, ça permet assez souvent des simplifications dans les calculs. Voilà. Alors je précise ici quelque chose sur le vocabulaire utilisé, on appelle ça centre de masse. C'est un terme qui est extrêmement mal choisi. Alors, malheureusement, c'est celui-là qui est utilisé la plupart du temps, mais il ne s'agit pas du centre de masse dans le sens où ce n'est pas le barycentre des différentes masses du système. Donc voilà, on l'appelle quand même comme ça, référentiel du centre de masse, et je vais continuer à le faire dans la suite du cours. Pour vous montrer qu'on peut effectivement toujours se placer dans le référentiel du centre de masse, il existe toujours un référentiel du centre de masse dans lequel on peut écrire cette relation. Prenons un système quelconque d'énergie E et de quantité de mouvement P. Voilà. Donc P ici n'est pas nul, ça c'est la quantité de mouvement totale du système, elle n'est pas nulle. Faisons un changement de référentiel et voyons si on peut s'arranger pour que dans le nouveau référentiel, la nouvelle quantité de mouvement soit nulle. Donc ça c'est vraiment facile à faire, puisque vous connaissez les transformations de Lorentz qui relient la nouvelle énergie, la nouvelle quantité de mouvement aux anciennes valeurs. Et ça s'écrit de cette manière-là, c'est moins bêta P fois C. Bêta ici c'est le rapport entre la vitesse du nouveau référentiel par rapport à l'ancien divisé par la vitesse de la lumière, et le P' ici est donné par gamma, facteur de P, moins bêta E sur C. Voilà, et donc ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on peut se placer dans un référentiel dans lequel P' est égal à 0, si effectivement ça fait 0, c'est-à-dire si bêta est égal à PC sur E. Donc étant donné le P et le E de départ, voilà, si on choisit une transformation de Lorentz avec un facteur bêta donné par cette grandeur-là, on peut arriver dans un référentiel dans lequel cette quantité-là vaut 0. Alors on peut profiter ici du fait qu'on a introduit le référentiel du centre de masse pour calculer l'énergie, relier l'énergie dans le référentiel du centre de masse, le E étoile, celle-là en fait. Le E' qui est ici, maintenant je vais les appeler étoiles à la limite, parce qu'on est en référentiel du centre de masse. Voilà. Je vais relier ces quantités étoiles ici aux anciennes. Alors on pourrait pour ça utiliser les relations qui sont ici, remplacer le bêta qui est là-dedans et trouver l'étoile en fonction de E, mais je vais le faire d'une autre manière ici. Je vais en profiter pour introduire une méthode de calcul qui est assez puissante dans ce contexte-là. Et ça consiste à utiliser une des deux propriétés que j'avais écrites tout à l'heure, la propriété 2
qui était l'invariance du produit scalaire de deux quadrivecteurs, en particulier donc l'invariance de la norme d'un quadrivecteur. Ici, si on utilise le fait que le quadrivecteur, la norme du quadrivecteur quantité de mouvement, quadri-quantité de mouvement, est invariante, ça veut dire que ça a la même valeur, ce produit scalaire ici, a la même valeur dans le référentiel de départ et dans le référentiel du centre de masse. Or, dans le référentiel de départ, que je vais noter R, ce quadrivecteur P s'écrit E sur C, ici P, où P ici c'est la quantité de mouvement vectoriel relativiste, alors que dans R étoile, ce quadrivecteur a pour coordonnée E étoile sur C, et ici 0, justement. On a choisi le référentiel du centre de masse. La définition du référentiel de masse, c'est un référentiel dans lequel ici on a 0. Voilà. Donc attention, hein, la quantité de mouvement n'ont pas les mêmes composantes dans le référentiel de départ que dans le référentiel du centre de masse. Donc la quadri-quantité de mouvement n'est pas invariante par changement de référentiel. Par contre, sa norme, elle, l'est. C'est-à-dire lui scalaire lui-même, c'est-à-dire E sur C au carré moins le produit scalaire au carré de P par lui-même, la norme de P au carré, ça c'est la norme de ce quadrivecteur-là, c'est égal à la norme de ce quadrivecteur-là, c'est-à-dire E étoile au carré sur C2. Voilà. Moins 0, donc il ne reste plus que ça. Et ça vous donne ici une relation entre E étoile, ça veut dire que E étoile au carré, c'est égal à E2 moins P2 C2. Voilà. Ça donne une expression de l'énergie dans le centre de masse en fonction de l'énergie dans le référentiel du laboratoire, le référentiel du départ. Et alors, ce qui est intéressant dans cette relation-là, c'est qu'on voit que la quantité qui est ici, donc P2C2, est nécessairement positive. Donc la quantité qui est ici est nécessairement plus petite que E carré. Donc ça veut dire que l'énergie dans le centre de masse, elle est toujours plus petite que l'énergie dans les autres référentiels. En fait, c'est dans ce référentiel du centre de masse où l'énergie totale est la plus faible. C'est pas très étonnant, hein, quand vous avez... imaginez que vous êtes dans le référentiel du centre de masse, donc vous avez les particules qui bougent les unes par rapport aux autres éventuellement, vous avez une certaine énergie, bon voilà. Si maintenant vous vous mettez dans un référentiel, vous voyez ces particules en train de bouger toutes dans la même direction, vous avez les particules qui sont ici, et puis vous vous déplacez comme ça, vous regardez le système en vous déplaçant par rapport à ces particules, pour vous, ce que font ces particules, c'est qu'elles se déplacent toutes avec une certaine vitesse dans la même direction, donc elles ont éventuellement leur mouvement relatif entre elles, puis en plus elles sont entraînées dans une certaine direction. Donc elles ont une énergie cinétique qui est due à ce mouvement. Cette énergie cinétique vient augmenter leur énergie totale. Le référentiel du centre de masse, c'est le référentiel dans lequel on peut s'abstraire de cette énergie cinétique-là. Donc c'est aussi le référentiel, du coup, dans lequel effectivement l'énergie est la plus faible. Et donc quand on veut évaluer si suffisamment d'énergie est disponible pour faire une réaction, c'est dans ce référentiel-là qu'on va se placer, c'est dans le référentiel du centre de masse. Parce que dans ce référentiel-là, l'énergie qui reste, c'est vraiment celle qui est éventuellement disponible pour créer des nouvelles particules. Donc il va jouer un rôle important pour ça, le référentiel du centre de masse. Alors du coup, je passe à la suite. On va maintenant s'appuyer sur des exemples. Je vais arrêter les généralités ici et m'intéresser à différentes situations qu'on va étudier en relativité. Des chocs, par exemple, des désintégrations, des annihilations, on va avoir tout un tas de trucs comme ça. Et au fur et à mesure, comme ça, je vais vous montrer quelques points qui sont intéressants et éventuellement nouveaux par rapport à la mécanique classique. Et alors, donc je vais vous dire deux mots sur les collisions élastiques. Et plus précisément, deux particules identiques. Et la situation est la suivante. On va considérer ici une particule de masse m qui se déplace à la vitesse v et qui arrive sur une autre particule de masse m, donc de même masse, les particules sont identiques, qui est elle au repos. On va faire une collision de ce type-là. Et donc je vais commencer par relier, par calculer l'énergie du système dans deux référentiels. Le référentiel
du laboratoire, celui-là est le référentiel du centre de masse. Mais avant ça, vous allez vous échauffer un petit peu, je vais vous demander de faire un calcul de mécanique classique. Vous allez écrire, donc ça c'est vous qui allez le faire, rappelez ici que c'est méca classique. Avant de faire le calcul, je vais voir si vous savez le résultat. Quand on fait un choc comme ça, donc ça va envoyer valdinguer la particule n ici dans une direction, et puis elle va être déviée dans une autre. On va se retrouver à la fin avec une particule, une des particules qui va par là-bas, comme ça avec une 1, et puis une autre qui va, j'en sais rien, par là-bas. Est-ce que vous pouvez me dire un truc intelligent et pas trivial sur la géométrie de ce qui est ici là? Les composantes perpendiculaires au mouvement du départ seront exactement égales opposées. Donc les projections de V sur l'axe vertical seront opposées ici, oui parce que c'était nul au début et c'est quelque chose qui est conservé en mécanique classique, donc d'accord. Mieux que ça. Mais, du coup il y aura la moitié, la somme de deux vitesses dans le sens du déplacement, ce sera la vitesse V. Donc là tu me dis la conservation de la quantité de mouvement, donc, ok c'est vrai. Mais il n'y a pas de composante verticale. D'accord, c'est ce qu'il a dit, donc c'est vrai, ça reste tout. Pas du tout. Toi, tu disais peut-être un peu? Ça dépend si on considère vraiment que c'est des billes ou des points en fait. Non, ça, peu importe. Il y a une propriété géométrique entre les deux vitesses qui sont ici. Elles sont orthogonales en fait, forcément. Vous n'avez jamais vu ça? Rien? Eh bien, vous allez me le montrer. Vous allez écrire la conservation, en mécanique classique, hein, ici on ne fait pas de relativité, hein, conservation de l'énergie cinétique. Conservation de l'énergie cinétique. Ça, c'est pas un truc qui est évident du tout. Ce qu'on appelle collision élastique, hein, en physique, c'est justement le cas où l'énergie cinétique est conservée. C'est-à-dire qu'on fait un choc, les trucs se tapent dedans et puis se diffusent l'un l'autre, mais il n'y a pas d'énergie qui est stockée dans le choc, il n'y a pas création de quelque chose de nouveau. C'est juste elles repartent, voilà, chacune avec leur identité propre. Donc l'énergie cinétique est conservée dans ce cas-là. Et puis vous allez ensuite écrire la conservation de la quantité de mouvement. Et vous allez en déduire, dans un cri de bonheur, que les deux vitesses V'1 et V'2 sont... Un truc auquel je tiens beaucoup. Je ne vais surtout pas apparaître sur une caméra et que je suis non placé. Bon, bref, je refais un petit coup. Rapide. Conservation de la quantité de mouvement, donc ça c'est écrit. La quantité de mouvement initiale, c'est simplement mv plus 0, ici il n'y a pas de vitesse, qui est égal à la somme des mv, c'est-à-dire mv'1 plus n v'2. Les m se simplifient d'ailleurs, donc on a simplement ça pour des particules de masse. Les énergies cinétiques, pour la même raison, ça fait 1,5 de mv carré plus 0, elle n'a pas d'énergie cinétique, celle-là, est égale à 1,5 de m v'1 carré plus 1,5 de m v'2 carré. Les 1,5 de m se simplifient partout, c'est les mêmes. Voilà. Donc on obtient simplement cette relation-là. Et en mettant la première au carré, on obtient que V2 est égal à V'1 carré plus V'2 carré plus 2 fois le produit scalaire V'1, V'2. Et du coup, pour que ça soit égal à ça, il faut nécessairement que ce truc-là soit nul. Donc les vitesses V'1 et V'2 sont orthogonales. Alors en fait, il y a une manière vraiment beaucoup plus simple de le montrer. Je vous le fais quand même parce que je trouve ça assez rigolo. Mais je vais effacer ce qui est ici. C'est bon, je vous l'ai fait 2 fois, vous avez compris le truc. En fait, quand on se place dans le référentiel du centre de masse, là, on va voir qu'effectivement, ça doit nécessairement être le cas, puisque dans le référentiel du centre de masse, ici, en physique classique, les deux particules sont identiques. Donc c'est simplement le référentiel dans lequel L se déplace à la vitesse V sur 2 par là-bas, et puis L se déplace à la vitesse V sur 2 par là. Voilà. Il y a une interaction, donc elles arrivent l'une sur l'autre, et à l'issue de l'interaction, il y en a une qui part par là-bas, avec une certaine vitesse V', et celle-là avec une certaine vitesse V' aussi. Dans ce référentiel-là, la quantité de mouvement total est nulle.
Donc ça veut dire qu'elle doit l'être aussi à la fin, puisque la quantité de mouvement totale est conservée, donc elle doit être nulle ici aussi. Comme elles ont la même masse, ça veut dire que les deux vitesses ici sont nécessairement opposées l'une à l'autre. Donc elles ont la même valeur et donc la même norme, et elles sont opposées en direction. Si elles ont la même norme, c'est-à-dire que les V carrés sont les mêmes, donc elles ont la même énergie cinétique. L'énergie cinétique étant conservée, l'énergie cinétique de départ ici doit être égale à l'énergie cinétique totale à la fin, et donc ça montre assez facilement que du coup on a V'2 aussi à la fin. Elles repartent dans d'autres directions avec la même vitesse que celle qu'elles avaient au départ. Donc dans le référentiel du centre de masse, l'interaction est vraiment simple. Deux particules arrivent comme ça, et puis repartent dans une direction qui n'est pas aléatoire, hein, qui est fixée par vraiment le détail avec lequel on a l'interaction. Si vous avez des particules qui arrivent vraiment de front, elles repartent comme ça. Si elles sont un peu décalées sur le côté l'une par rapport à l'autre, elles se défléchissent. Enfin, vous allez tous taper une boule de billard contre une autre. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le truc, c'est que quand on a compris ça dans le référentiel du centre de masse et qu'on veut repasser au référentiel du laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire passer de ce référentiel-là au référentiel du laboratoire? Ça veut dire passer dans le référentiel dans lequel la vitesse n'est pas V sur 2, mais V. C'est-à-dire, ce qu'on fait, on ajoute à toutes les vitesses V sur 2. Voilà, si je me déplace à la vitesse V sur 2 dans cette direction-là, je vais me retrouver dans une situation où j'ajoute ce vecteur-là et ce vecteur-là aux deux particules-là, et je vais donc me retrouver effectivement dans cette direction-là. Donc en ajoutant V' sur 2 à toutes les vitesses, ici, je suis dans le référentiel de départ. Et or, le truc de fou, c'est ça, c'est que si je le fais ici aussi, là j'ai V sur 2, ici j'ai V sur 2, je vais juste mettre les normes d'ailleurs, on s'en fout un petit peu des flèches ici. On remarque une propriété intéressante, c'est que ça a la même longueur que ça, qui a la même longueur que ça, qui a la même longueur que ça. Toutes ces flèches ici ont la même longueur. Et là, géométrie de base, encore une fois, ça je vais mettre ici. La figure qui est ici, là, si je la complète comme ça, comment ça s'appelle? Mieux, un losange. C'est un parallélogramme, mais qui a des côtés de même longueur du coup. C'est un losange. Ici, ça, c'est un losange aussi, c'est le même d'ailleurs. D'accord? Or, c'est là le dernier point, la vitesse V'1 qui est ici, c'est la somme de la vitesse dans le référentiel du centre de masse plus la vitesse qu'on a ajoutée pour passer dans le référentiel du laboratoire. C'est cette vitesse-là. Ça, c'est la diagonale du losange. L'autre vitesse, celle-là, c'est cette vitesse-là, V'2, parce qu'on ajoute ça et ça, c'est l'autre diagonale du losange. Dans un losange, les deux diagonales sont orthogonales. C'est n'importe quel losange, voilà, ça, c'est orthogonal à ça. Donc, les propriétés d'orthogonalité des vitesses sont là simplement de cette manière-là aussi. Hein. On a juste de la géométrie. Je ferme cette parenthèse-là. On va voir maintenant ensemble des propriétés en relativité des collisions en particules identiques. Et on va voir, par exemple, que c'est plus vrai que cette propriété ici, que V'1 et V'2 sont perpendiculaires, n'est plus vrai en relativité restreinte. Et c'est effectivement quelque chose qu'on observe quand on fait des chocs relativistes. Les particules ne partent pas en droit l'une de l'autre, ce qui est une preuve que la mécanique classique ne marche pas. Je ne comprends pas le changement de référentiel, quand on parle du référentiel des laboratoires, oui. Le référentiel des centres de masse, oui. je ne comprends pas le lien, si c'est la même situation. Alors c'est la même situation. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette situation-là et on la regarde depuis un référentiel qui se déplace à la vitesse V sur 2 dans cette direction-là et on tombe là-dessus. Et comme les vitesses sont opposées, c'est effectivement le référentiel du centre de masse. Vous avez dit en relativité, on ne va pas retrouver de vecteurs orthogonaux, oui. Mais ça c'est vous qui avez choisi. Le fait que les particules se tapent et d'un coup elles partent. Bah, j'ai choisi, si tu prends une particule immobile et que tu lui envoies une autre, tu n'as pas beaucoup de choix. Hein. Il va effectivement se passer quelque chose. Ouais, mais ça, forcément ça. Enfin, c'est hyper aléatoire comme vous avez dit. C'est aléatoire, certes, mais dans tous les cas, je ne sais pas. Donc je ne sais pas dans quelle direction va partir V'2, ni dans laquelle va partir V'1, mais les deux vont être orthogonaux en mécanique classique. Quelle que soit l'interaction, simplement c'est la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. C'est ça le truc de fou. Hein. C'est peu importe ce qui se passe au niveau du choc, à la fin en mécanique classique, les deux vecteurs ici doivent être orthogonaux. Même si les formes sont différentes, mais que les masses. Même si c'est des bananes, de même masse. Il faut que ce soit de même masse. Ici c'est Internet, on voit deux bananes rigides l'une sur l'autre, ça fait ce que ça peut, ça repart. Voilà, à la fin les vitesses vont être orthogonales. Oui. Et au lycée, en mécanique, on avait vu des expériences avec des boules de billard. Quand on les lançait les unes sur les autres, elles ne partaient pas en angle droit l'une de l'autre. Il y en a une qui s'arrêtait, l'autre qui continuait avec. Si elle s'arrête, le produit scalaire V'1 et V'2 est nul. Hein. Ouais.
C'est ça qu'on a montré, hein, c'est que le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Si tu fais un carreau, il y en a une qui s'arrête et l'autre qui repart. Le produit scalaire des deux vitesses est effectivement nul. Alors, c'est pas de l'orthogonalité au sens géométrique aussi, dans ce sens-là, mais c'est le cas. Alors, dans le cas du billard, il faut quand même faire attention à quelque chose, c'est que les boules, elles roulent. Donc, l'énergie cinétique, c'est pas juste de l'énergie cinétique de translation, il y a de l'énergie cinétique de rotation aussi, hein, qui joue un rôle important. Et donc, c'est pas simplement un nu de mv carré, l'énergie cinétique, c'est plus compliqué que ça. Là, je vais parler de choc, hein, vraiment de particules en translation. Je voudrais faire une parenthèse ici sur un point qui n'est peut-être pas super évident pour vous. Donc c'est le suivant. Quand on a dans le référentiel du centre de masse une réaction qui donne, à l'issue de la réaction, deux particules avec une qui part par là-bas et l'autre qui part dans cette direction-là avec des vitesses opposées et qui ont, on va supposer ici, comme on l'a fait, qu'elles ont la même masse. Donc elles partent tête bêche comme ça. Donc elles font entre elles un angle de pi ou de 180 degrés. Dans le référentiel du laboratoire, cette fois, les particules sont vues comme partant dans des directions différentes, une avec la vitesse v'1, l'autre avec la vitesse v'2. Le truc qui n'est peut-être pas évident pour vous, c'est de réaliser que effectivement l'angle entre les vitesses à l'issue du choc peut changer en fonction du référentiel dans lequel on se place. Et alors pour ça, je vais faire une expérience. Juste me faire une expérience au tableau, une expérience graphique pour vous montrer que c'est le cas. J'efface parce que je vais avoir besoin d'écrire ici. J'ai ici deux objets, une craie blanche et une craie jaune. Je vais, dans mon référentiel à moi, faire une réaction. Je vais en fait prendre ces particules et puis les écarter comme ça à vitesse constante. Voilà. Je vais simplement les écarter à vitesse constante. Donc il y en a une qui part effectivement dans cette direction-là, l'autre qui part dans cette direction-là. Voilà. Si j'étais au tableau comme ça et puis que je fais la même chose en posant les craies au tableau, en faisant les mêmes gestes, je les pose, je fais le choc. Et je m'apercevrais, si en plus je fais des pointillés, que je pourrais calculer comme ça ici la vitesse instantanée sur un point, et je verrais qu'effectivement, les deux, si elles ont la même masse, les deux partent à la même vitesse dans des directions opposées. Je vais faire maintenant la même expérience, mais cette fois-ci en me déplaçant. Et je vais me poser la question, alors quelqu'un qui est fixe par rapport au tableau, qu'est-ce qu'il voit, comment il voit la trajectoire des craies dans la situation que je viens de décrire. Donc, je vais refaire l'expérience. Je vais d'abord la faire sans appuyer sur le tableau à vide, on va dire. Voilà, moi j'avance et j'écarte les craies à vitesse constante comme je viens de le dire. Je reviens en arrière, voilà. Le geste que j'ai fait c'était vraiment celui-là. Pour moi, là, je vous assure, vous me voyez en train de bouger, mais moi je vois le point de vue depuis mes mains mobiles, je vois effectivement la craie blanche et la craie jaune qui partent l'une dans la direction opposée de l'autre. Je vais faire la même chose en appuyant cette fois-ci les craies, ou plutôt en faisant des pointillés qui indiquent la position instantanée des craies, et je vais avancer en faisant la même expérience. C'est parti. J'écarte. Bon, vous voyez qu'ici, effectivement, donc vous voyez effectivement que pour la personne qui est immobile par rapport au tableau, ce qu'elle voit comme trajectoire à partir du moment où les craies ont commencé à s'écarter, c'est une particule qui part par là-bas, une qui part par là-bas. Ces particules font entre elles effectivement un certain angle. Dans le référentiel du centre de masse, c'est-à-dire dans mon référentiel à moi, elles partaient dans des directions opposées, alors que ici elles partent en faisant un angle qui n'est pas du tout un angle plat. Donc l'angle entre deux vecteurs vitesse dépend du référentiel dans lequel on se place. Et je voudrais donc maintenant traiter une autre situation cinématique qui va être celle de la désintégration d'état. Ce qu'on appelle désintégration bêta, c'est une réaction de physique nucléaire, en fait, c'est de la radioactivité. C'est le fait que certains noyaux peuvent se transformer en émettant des électrons. Donc, plus précisément, un noyau, c'est fait de protons et de neutrons, que je vais mettre en couleur. Voilà. Un noyau de masse atomique donnée, et un noyau de numéro atomique donné est fait d'un certain nombre de neutrons et de protons. Voilà.
Donc celui-là aurait par exemple 3 neutrons et 3 protons. On observe expérimentalement que pour certains noyaux, les transformations peuvent se faire de manière spontanée, où on a un neutron qui se transforme en un proton plus un électron. Voilà, c'est ce qu'on observe. Alors, je ne dis pas que c'est la réaction totale, il y a peut-être d'autres choses qui vont être produites. Justement, c'est le but un petit peu de cette section de vous le montrer, mais dans un premier temps, ce qu'on observe effectivement, c'est ça. Un neutron peut se transformer en proton plus un électron. Ça, c'est une quantité qui est neutre, ça c'est chargé positivement, ça négativement, donc la charge électrique est bien conservée au cours de cette transformation. Ce qui veut dire que dans le noyau qui est ici, lui, il se transforme pour donner. Donc j'ai dit que c'était un neutron qui se transforme en proton, donc c'est un jaune qui devient blanc. Voilà, et il reste ici 2 jaune plus un électron. Ça, c'est ce qu'on appelle une désintégration de l'état. Du coup, la quantité de protons ici n'est pas la même que là. Donc l'élément chimique a changé, c'est ce qu'on appelle une transmutation. Et un corps, donc un élément chimique, en est devenu un autre. Et ce que je voudrais montrer ici, c'est que, toujours en appliquant la conservation de la quantité de mouvement, de la quadri-quantité de mouvement, on va montrer que dans cette situation-là, l'énergie cinétique de l'électron émis, en fait, elle a une valeur bien précise qu'on va pouvoir calculer. C'est parti, je le fais. Je fais ça. Ça, je vais l'appeler N1, le noyau de départ, ça N2, et puis ça l'électron. Voilà. Et du coup, je vais appeler P1 la quantité de mouvement, la quadri-quantité de mouvement initiale, et je vais me placer dans le référentiel de ce noyau-là, le référentiel dans lequel le noyau est immobile. Donc la quantité de mouvement, la partie spatiale de la quantité de mouvement ici est nulle au départ. Et on a ici simplement, alors on avait gamma fois M1 fois C pour la composante temporelle. On avait ici un gamma fois m fois v, la vitesse est nulle, ça fait donc 0 ici. Comme la vitesse est nulle, le gamma ici vaut 1. Et donc la quadri-quantité de mouvement initial s'écrit simplement comme ça. La quadri-quantité de mouvement du corps 2 après la réaction, ça s'écrit gamma 2 m2 fois c, et puis gamma 2 m2 fois V2, où V2 ça va désigner la vitesse du noyau 2. Donc la notation ici, ça va encore dire que c'est quelque chose à 3 composantes ici. 3 composantes, il faut remplacer ça par les 3 composantes spatiales de la vitesse ici. Je vais adopter cette notation ici pour pas avoir des notations pour obtenir une notation plus compacte. Et pour l'électron, du coup, que je note PE, c'est des quadrilecteurs, je les souligne. On a gamma E, ME fois C, où ME c'est la masse de l'électron, gamma E c'est le gamma de l'électron, et on a ici gamma E fois ME fois V de l'électron. Et ce que dit la conservation de la quadri-quantité de mouvement, c'est que la valeur initiale est égale à la valeur finale, donc ça est égal à ça plus ça. Ce que je peux écrire comme sous la forme suivante, M1C 0 est égal à gamma 2 M2C plus gamma E ME-C et la partie spatiale gamma 2 M2 V2 plus gamma E ME-Theta. Ce qui me donne finalement ici, je peux séparer ça en deux équations distinctes. M1, je simplifie par C. M1 c'est gamma 2 M2 plus gamma E ME. Et 0 est égal à gamma 2 M2V. Alors je vais même tout passer de l'autre côté. Enfin, je vais écrire ça comme une égalité. Gamma 2 M2V est égal à moins gamma E ME fois V. Voilà les deux égalités auxquelles ça est. Bon, ce que je vais faire ici, c'est que je vais déterminer l'énergie de l'électron. Et c'est-à-dire déterminer finalement le gamma E. Ici, une fois que j'ai ça, j'aurai son énergie facilement. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est gamma E, en fonction des masses, etc. Il y a plusieurs choses qui m'embêtent. Il y a notamment les vitesses ici que je ne connais pas encore. Il y a le gamma 2 ici que je ne connais pas. Alors pour ça, je vais ici réécrire la dernière équation de manière un tout petit peu différente. Je vais prendre la valeur absolue, la norme du sélecteur, et je vais diviser par C. Donc ici, le V, prendre la valeur absolue, prendre la norme,
ça va vouloir dire enlever le vecteur qui est ici, enlever le vecteur qui est là, et enlever le signe moins. Donc voilà sur les normes ce que ça veut dire. Je divise par C, ce qui remplace les V par des bêta. Ouais, je vais le faire directement au tableau du coup. Donc le V qui est ici, si je divise par C, voilà, j'obtiens ça, et ça c'est ce qu'on appelle bêta. Et plus précisément c'est le bêta 2, le bêta de la particule 2, et VE sur C ici c'est le bêta E, le bêta de l'électron. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que en fait j'ai dans la tête une expression, une identité qu'on va pouvoir utiliser. On a vu tout à l'heure, gamma 2, bêta 2, en fait on peut montrer que c'est gamma 2 moins 1. Et ça on le fait de la manière suivante. Il suffit d'écrire la définition de gamma 2. Gamma 2 c'est 1 sur 1 moins bêta 2, je multiplie tout ça par là-bas. 1 moins bêta 2 gamma 2 égale à 1. Je développe la parenthèse, gamma 2 moins bêta 2 gamma 2 est égal à 1. Ça, je le passe là-bas, lui, je le passe ici. Ça fait gamma 2 moins 1 égale à bêta 2 gamma 2, ce qui est effectivement l'équation qui est ici. Donc cette identité-là, elle est assez utile pour transformer des expressions de ce type-là. Donc ça, je l'efface, j'ai simplement besoin du résultat. Et pour l'utiliser, je vais donc mettre cette expression-là au carré. Qui me dit que M2 gamma 2 carré bêta 2 carré est égal à ME carré gamma E carré bêta E carré. Du coup, le gamma 2 bêta 2 ici au carré, c'est donné par l'expression qui est au-dessus. Et ça fait M2 carré facteur de gamma 2 carré moins 1 égal à ME carré facteur de gamma E carré moins 1. Alors cette équation, je vais la développer un tout petit peu pour simplifier la suite. Ça fait gamma M2 carré, gamma 2 carré, moins M2 carré. C'est égal à ME carré, gamma E carré, moins M2, ME carré. Voilà, j'ai juste développé les parenthèses. Et ce que je veux éliminer là-dedans, c'est le gamma 2. En fait, je cherche le gamma E carré. Et donc, je veux éliminer lui. Ça se fait très simplement. Parce que si on prend l'équation qui est ici, on voit que ça me dit que M2, gamma 2 est égal à M1 moins ME, gamma E. Et donc je le mets au carré et je le remplace là-dedans. Et ça me donne du coup. Je prends ça au carré, tout ça au carré. Je le mets là-dedans. Et bien c'est parti. Et je développe en même temps M1 carré plus ME carré gamma E carré. Le double produit, moins 2M1 ME gamma E. Voilà, les parenthèses servent à rien ici. Moins M2 carré égale ME carré gamma E carré, là je recopie ça, moins ME carré. Et là on voit qu'il y a pas mal de choses qui se simplifient, enfin on voit que ce terme-là se simplifie avec celui-là en tout cas, et du coup gamma E on l'obtient très facilement, puisqu'on obtient alors que gamma E est égal à, je le passe de l'autre côté, lui je le passe là-bas, M1 carré plus ME carré moins M2 carré sur 2 M1 M2. Alors, ce qui m'intéresse ici, je vous rappelle, c'est que je veux calculer l'énergie de l'électron. Là, j'ai juste écrit le gamma. Je vous rappelle que du coup, c'est facile d'obtenir l'énergie, puisque l'énergie est donnée par gamma MC2. Donc voilà, l'énergie ici est donnée par M1 carré plus ME carré moins M2 carré sur 2M1 M2 fois ME C carré. Voilà l'énergie totale de l'électron qui est unique. Donc on voit que ça dépend vraiment que des masses. Une fois qu'on s'est donné ce noyau-là et celui-là, et la masse de l'électron, ben là, on peut calculer ça et on trouve une valeur numérique. Ce n'est pas la valeur ici qui m'intéresse pour différents types de noyaux, c'est vraiment que ça soit une valeur fixe. On dit que l'électron ici, il est monocinétique. Précisément, on dit que les électrons émis par cette réaction sont monocinétiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même énergie cinétique. Ils ont tous la même énergie, ils sont tous émis avec la même vitesse. Donc si je prends un tas de noyaux de ce type-là, des noyaux radioactifs, du coup, des noyaux radioactifs, et que j'attends qu'ils se désintègrent par des intégrations bêta, et ben, au bout d'un certain temps, certains se sont désintégrés en donnant ça, en donnant des électrons, et tous les électrons émis devraient avoir la même vitesse. Ce n'est pas le cas. Expérimentalement, on trouve qu'il y a une distribution en vitesse pour ces électrons, et donc ils ne sont pas du tout monocinétiques. Et ça pose un problème, ça a posé un problème énorme quand les gens se sont rendus compte de ça.
Donc ça remettait en cause la conservation de l'énergie, ce qui est quand même un principe assez fort en physique. Et voilà, ça a posé vraiment un problème. L'une des solutions qui a été proposée, c'est qu'en fait cette réaction soit incomplète. Nous on voit ça, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui est émis ici. Cette autre chose, on lui a donné différents noms, mais le nom qu'on connaît aujourd'hui, c'est le neutrino. Et plus précisément, ici, il se trouve que ça serait un neutrino qu'on note avec une barre, parce que c'est plutôt un antineutrino. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà, c'est un neutrino. Donc, si on fait l'hypothèse qu'un troisième corps est émis, qu'un neutrino est émis, on peut montrer, alors du coup, ça je ne vais pas le faire ici maintenant, mais on peut montrer que l'énergie de l'électron qui est émis dépend de l'énergie du neutrino. Donc, ce n'est pas la même pour tous les... pour toutes les réactions. Certaines réactions vont émettre des neutrinos d'énergie plus faible, du coup des électrons d'énergie plus forte. D'autres vont au contraire émettre des neutrinos de forte énergie et donc des électrons de faible énergie. Et on aura comme ça un continuum d'énergie pour les électrons. Le truc, c'est que ça, on ne le voit pas. Donc ça doit être un corps ici, ça doit être une particule qui est assez ténue, qui interagit peu avec son environnement, du coup qui est difficile à détecter. Et alors ça, épistémologiquement, quand ça a été proposé, les gens n'étaient pas très chauds pour ça, hein, parce que je disais, c'est un peu de la triche, on introduit une particule que de toute façon on ne voit pas, tout ça pour sauver la conservation de l'énergie, c'est un petit peu osé. Hein. Bon. Il se trouve que dans les années 50, on a effectivement détecté cette particule, on sait aujourd'hui qu'elle existe. Aujourd'hui, si on fait même des expériences avec beaucoup de neutrinos, on arrive à en détecter pas mal, voilà, il n'y a aucun doute sur le fait que ça, c'est effectivement la bonne manière de voir les choses. Donc, si on introduit cette particule supplémentaire, cette particule introduit elle aussi apporte de la quantité de mouvement, donc il faudrait reprendre tout le calcul qu'on a fait avant, et en particulier on n'arriverait pas du tout à ça. On arriverait ici à une relation entre l'énergie de l'électron et l'énergie du neutrino. On pourrait comme ça comprendre qu'effectivement il y a une distribution d'énergie des électrons. Alors en travaux dirigés, je ne vais pas le faire ici en cours, mais en travaux dirigés, on verra qu'on peut en fait donner une contrainte sur la masse de cette particule, là, la masse du neutrino, en regardant la distribution en énergie des électrons. On appelle ça le spectre. En regardant le spectre des électrons, c'est-à-dire la quantité d'électrons qui sont émis par tout un tas de réactions de ce type-là, on en observe beaucoup, on fait des statistiques, on regarde combien sont émises, et si je regarde le nombre d'électrons qui ont une énergie donnée, on s'aperçoit qu'il y a une énergie maximum ici, et que le spectre fait quelque chose comme ça, voilà, décroît pour arriver assez abruptement sur une valeur maximale. Ça, c'est s'il n'y avait pas de neutrino, si le neutrino a une masse nulle. Ça, c'est si le neutrino a une masse nulle. Si le neutrino a une masse non nulle, on peut montrer que le spectre il est un petit peu différent. Et ça fait quelque chose comme ça, avec une cassure plus, qui devient plus abrupte ici. Et la différence entre ces deux situations ici, ça c'est donné par la masse du neutrino. Plus précisément, la masse qui est ici est donnée par la différence. Plus précisément, la différence d'énergie ici, c'est m du neutrino fois c carré. Et voilà, donc on a un décalage ici entre la fin du spectre attendu avec une masse nulle ou avec une masse de neutrinos. Et si on mesure suffisamment précisément le spectre de désintégration ici de certains noyaux radioactifs, on peut peut-être espérer voir cette cassure-là, voir quelque chose de régulier puis qui descend, et donc extrapoler cette partie-là selon la courbe blanche et voir la différence ici, donc estimer la masse du neutrino. Donc, il y a des expériences aujourd'hui qui essayent de faire ça, c'est très délicat. Hein. La valeur qui est ici, c'est probablement de l'ordre de l'électron-volt, alors que la masse de ces machins-là, c'est plutôt le giga-électron-volt. Ça, c'est un demi-méga-électron-volt. Donc on a des ordres de grandeur ici qui sont quand même plus faibles. Ça, c'est des choses qui sont difficiles à voir. Et ça, on le fait notamment en observant la désintégration du tritium. Voilà. Il y a d'autres expériences qui le font, mais celle-là, c'en est une qui en est à un stade assez avancé. Ça ne permet pas aujourd'hui de déterminer la masse des neutrinos. On sait qu'ils ont une masse, mais c'est pour d'autres raisons que ça. Alors, je vais m'intéresser à une autre situation maintenant pour illustrer la notion d'énergie de seuil. On va voir que pour faire une réaction, notamment de physique nucléaire ou de physique des particules, pour faire une réaction donnée, il faut en général apporter un petit peu plus d'énergie que ce qu'on pourrait estimer naïvement dans la réaction. Donc là, ce n'est pas clair du tout comme je dis là, c'est ce qu'on va voir en détail maintenant. Donc ça s'appelle 6, énergie de seuil.
Je vais m'appuyer pour ça sur un exemple vraiment très précis. Voilà, je vais prendre un proton qu'on envoie avec une certaine énergie, une certaine vitesse, sur un autre proton qui, lui, est au repos. On envoie un proton sur un proton au repos. Je vais noter M, la masse de ces deux particules. Voilà, c'est la même masse, c'est la même particule. Donc ça, c'est dans l'état initial. Et dans l'état final, on se retrouve avec un certain nombre de particules qui partent, qui sont créées par cette réaction. Et je vais m'intéresser à la situation où une des particules est un antiproton. Plus précisément, la réaction à laquelle je m'intéresse, c'est celle-ci, un proton incident sur un autre proton qui donne à la fin 3 protons et un antiproton. Alors, ça semble peut-être un petit peu compliqué. Là, l'idée, c'est d'examiner une réaction de production des antiprotons. Et je vous rappelle que les charges électriques de ces gars-là sont plus ici 1, plus 1 ici, plus 1 là, plus 1 là, plus 1 là, et que la charge électrique de l'antiproton, c'est moins 1. Elle est opposée à celle du proton. Donc, si on veut effectivement que la charge électrique soit conservée au cours de la réaction, il faut qu'il y ait nécessairement 3 particules de charge positive qui soient créées pour une particule de charge négative, si on veut à la fin retrouver une charge électrique plus 2, c'est-à-dire la même qu'au début. Donc, une réaction dans laquelle il n'y aurait que par exemple qu'un seul antiproton qui est produit de cette manière-là, ça c'est quelque chose qui viole la conservation de la charge électrique, donc c'est pas possible. Vous pouvez imaginer des réactions plus simples que celle-là, et en fait vous allez vous apercevoir que tout effectivement viole une loi fondamentale de la physique. Donc ça c'est la réaction la plus simple qui permet, par choc de deux protons, de créer un antiproton. Pourquoi je m'intéresse à ça déjà parce que c'est sur quoi je travaille. Moi, dans mon travail de recherche, je m'intéresse à la production des antiprotons ici, dans l'espace interstellaire, où on a des particules de haute énergie, qu'on appelle des rayons cosmiques, qui viennent taper sur les protons du milieu interstellaire et qui forment de temps en temps des antiprotons. Et on observe effectivement ces antiprotons dans l'espace interstellaire. Bref, je ferme cette parenthèse. Nous, c'est du point de vue de la relativité que cette réaction va nous intéresser. Et la question qu'on se pose, c'est quelle énergie doit avoir le proton qui est ici pour effectivement permettre à cette réaction d'avoir lieu. Donc, on va s'intéresser à l'énergie la plus petite possible. L'énergie la plus petite possible, c'est celle pour laquelle, ici, les particules qui sont produites emportent le moins d'énergie cinétique possible. Si ici, les particules qui sont là emportent beaucoup d'énergie cinétique, c'est autant d'énergie qui n'a pas servi à être convertie en masse, à créer des nouvelles particules. Donc la situation à laquelle je m'intéresse ici, celle dans laquelle les particules sont créées au repos, c'est celle pour laquelle la quantité de mouvement, si la partie spatiale de la quantité de mouvement est nulle, et c'est précisément ça ce qu'on a défini comme le référentiel du centre de masse. Donc on va se placer dans le référentiel du centre de masse, et on va calculer déjà l'énergie que doit avoir le système dans le référentiel du centre de masse. Bon, ben ça c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement facile, puisque dans le référentiel du centre de masse, donc ce n'est pas celui-là, ça c'est le référentiel du laboratoire, la quantité de mouvement ici est évidemment pas nulle, toutes les particules partent dans cette direction. Donc, dans le référentiel du centre de masse, si je devais le dessiner, voilà, on aurait des particules qui sont immobiles, 4, voilà. Et l'énergie, du coup, c'est obtenu de manière simple, parce que l'énergie c'est simplement l'énergie de masse, on a 4 particules de masse m, donc l'énergie dans le centre de masse vaut 4 fois m, c carré, m c'est la masse du proton. Donc ça, c'est l'énergie qu'on doit avoir dans le centre de masse pour être capable de faire une réaction de ce type-là. Ce n'est pas tout à fait ça la question que je posais. Moi, je voulais savoir quelle était l'énergie dans le référentiel du laboratoire, plus précisément l'énergie de cette particule-là. Il va falloir transformer l'énergie qui est ici dans le référentiel R. Alors on pourrait, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure dans la situation précédente, on pourrait faire les transformations de Lorentz et écrire le quadrivecteur quantité de mouvement dans le référentiel du centre de masse et puis passer dans le référentiel du laboratoire, mais il y a beaucoup plus simple, il y a vraiment beaucoup plus simple que ça. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est écrire la quantité de mouvement totale, le quadrivecteur quantité de mouvement totale, qui s'écrit de cette manière-là. Le quadrivecteur quantité de mouvement totale s'écrit comme celui de cette particule-là, c'est-à-dire ici, L est l'énergie EP sur C, et ici, P. C'est simplement P ici, la quantité de mouvement spatial de la particule incidente dans le référentiel du laboratoire, plus la quantité la quadri-quantité de mouvement de cette particule-là, où là c'est encore plus simple parce qu'elle est au repos, donc on a ici
Je rappelle que c'est aussi gamma MC, la composante temporelle. Gamma vaut 1, donc ça fait 1 ici, et puis 0 ici. Donc voilà, la quantité de mouvement totale, quadri quantité de mouvement totale, c'est écrit simplement EP sur C plus M fois C, et ici, ça c'est donc la quantité de mouvement totale. Je vais me mettre un petit pot ici pour... Et ça c'est son expression dans le référentiel R. Dans R', je vais l'écrire ici peut-être, dans R', cette même quantité de mouvement total, que j'ai écrit avec une étoile, donc n'a pas la même expression que dans R. Hein. La quadri-quantité de mouvement, je le répète, n'est pas une quantité invariante, c'est une quantité conservée au cours du choc, mais elle n'est pas invariante, elle ne vaut pas la même chose dans tous les référentiels. Donc dans le référentiel R étoile, l'énergie ici c'est E étoile avec la composante temporelle, c'est E étoile sur C, et par définition du référentiel du centre de masse, la partie spatiale ici c'est 0. C'est comme ça qu'on a défini le référentiel du centre de masse. Et comme on l'a fait précédemment, maintenant qu'on a une expression pour la quantité de mouvement, la quadri-quantité de mouvement total dans les deux référentiels, on peut écrire que la norme d'un quadrivecteur, ça c'est quelque chose qui est invariant, donc la norme de ça est égale à la norme de ça. La norme s'écrit en relativité de cette manière-là. La norme d'un quadrivecteur, c'est la composante au carré qui est ici, moins celle-là au carré. Donc ça fait ça. Le terme au carré ici, c'est lui, moins 0, voilà, il reste ça. Et ça doit être égal à la norme de ce quadrivecteur-là, c'est-à-dire EP sur C plus M fois C au carré, moins la quantité de mouvement vectoriel ici, la partie spatiale de P au carré. Donc c'est donné par ça. Voilà. Et moi, ce que je cherche là-dedans, c'est EP, sachant que le E étoile qui est ici vaut 4 MC pour nous. Donc maintenant ça va se simplifier très vite, on va arriver assez rapidement au résultat. Donc je commence par faire, la substitution qui est ici. Je vais remplacer E étoile par 4 MC carré. Donc E étoile sur C c'est 4 MC. Donc ici on a 16 M2C2 est égal à. Et puis je vais développer le carré qui est ici. EP carré sur C2 plus M2C carré plus 2 EP M moins P au carré. Voilà, j'ai développé bêtement ici. Et je vais vous faire remarquer, comme on l'a fait déjà tout à l'heure, que cette quantité-là est remarquable. Puisque ça c'est la norme au carré d'un quadrivecteur, précisément de ce quadrivecteur-là. Ça c'est le quadrivecteur, quantité de mouvement associée au projectile ici, et la norme de ça, donc c'est bien ça au carré moins ça au carré, c'est les deux parties que j'ai entourées là-bas, et la norme d'un quadrivecteur au carré, la norme du quadrivecteur vitesse au carré, c'est la masse au carré. Donc si on met les bons facteurs C où il faut, ça fait en fait M2, c'est 2. Bon, je vous rappelle ce qu'on cherche, c'est le EP qui est ici. Tout le reste, du coup, c'est terminé. On a 16 M2C2 ici. On en a un là, un autre là, il y en a deux. Je les place de l'autre côté. Ça me dit que 14 M2C2 est égal à 2 fois EP fois M. Je divise tout par 2M. EP est donc égal à 7 MC carré. Voilà. Donc, il faut donner au projectile qui est ici une énergie de 7 fois la masse au repos du proton pour être capable de former un proton ici. Donc c'est une énergie qui est importante. Hein. La masse d'un proton, ça fait à peu près 1 GeV, ça fait 938 MeV, donc à peu près 1 GeV. Donc ici, ça fait une énergie un tout petit peu inférieure à 7 GeV. Donc il faut apporter il faut donner une énergie de 7 GeV à cette particule-là pour à la fin produire cette particule-là qui est une masse inférieure à 1 GeV. Donc il y a de l'énergie qui est perdue là. Et alors on pourrait se dire, oui, il a fallu créer d'autres particules. Mais même si on fait le compte, on voit que là-dedans, dans le référentiel du centre de masse, il n'y a que 4 MC carré. Donc il a fallu produire plus que 4, il a fallu apporter plus que 4 MC carré, il faut apporter 7 fois MC carré. L'énergie totale là dans le référentiel du labo, du coup, c'est celle-là plus celle-là elle vaut MC. Donc l'énergie totale ici, c'est 8 fois MC carré. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ça au début de ce cours-là. Dans le référentiel du laboratoire qui est ici, il faut apporter en fait plus d'énergie que ce qu'on pourrait penser naïvement simplement en faisant le décompte de l'énergie masse des produits. Donc ça s'appelle l'énergie de seuil. Cette énergie sera différente pour tous les types de réactions et tous les types de produits qu'on peut imaginer. Je ne vais pas rentrer dans ce détail.
Et alors pour terminer, je vais m'intéresser à une dernière situation qui présente un intérêt expérimental et conceptuel, qui est la diffusion d'un électron par un photon incident. On envoie un photon sur un électron. Et ça s'appelle la diffusion Compton. Voilà. Donc la diffusion Compton, c'est la situation suivante. On a ici un électron au repos de masse ME. On envoie dessus un photon. Alors le photon, je vais le noter gamma. Et il faut juste faire attention à quelque chose. La lettre gamma, en fait, on l'utilise aussi pour le facteur de Lorentz. Là, le gamma égale 1 sur racine de 1 dans bêta 2. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, c'est le nom de la particule, c'est pas une variable. Hein, donc je vais le faire ici. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment très fréquemment dans la littérature. Et puis la petite flèche ondulée, là, ça représente symboliquement les photons de manière très courante. C'est une convention vraiment adoptée souvent. Donc on envoie un photon ici sur un électron au repos. Et à l'issue de la réaction, l'électron a été envoyé dans une certaine direction par là-bas. Je vais noter ici cette pièce V'. Le prime, c'est pour dire que c'est après le choc. Et puis le photon est diffusé dans une autre direction. Je vais appeler la direction U'. Et ici, la direction, je vais l'appeler U. Alors attention, dans les notations que je vais utiliser ici, U, c'est un vecteur unitaire qui pointe dans la direction où se déplace le photon. Donc la norme de ça, c'est 1. Ici, j'ai noté la vitesse, et là, ça, c'est pas une vitesse, ça, c'est vraiment un vecteur unitaire qui indique la direction dans laquelle ça se propage. Et la quantité qui va m'intéresser ici, une quantité qu'on peut mesurer expérimentalement, c'est l'angle, ici, θ, que fait le photon qui a été diffusé par rapport à la direction du photon initial. Donc, le photon initial part là-bas, ensuite il va par là-bas, donc il a été diffusé dans un angle θ, et c'est à cet angle θ que je vais m'intéresser. Alors, pour faire ça, encore une fois, c'est vraiment toujours pareil. On écrit les quadriquantités de mouvement des différents corps, et puis on utilise des propriétés des quadriquantités de mouvement, le fait qu'elles soient éventuellement conservées, que sa norme soit invariante. Voilà. Et c'est parti. Ici, je vais noter P gamma, la quadriquantité de mouvement du photon initial. Alors, elle est donnée par E sur C, où E, c'est l'énergie du photon qui est ici. Et puis ici, E sur C fois U. Comme je l'ai fait précédemment, hein, et ça c'est vraiment un quadrivecteur, il y a 4 quantités là-dedans, ça c'est la composante temporelle, et ça veut dire que je mets là-dedans les 3 composantes spatiales de ce vecteur-là. Donc j'obtiens bien 4 composantes à la fin. J'ai aussi que P de l'électron, donc la quadriquantité de mouvement de l'électron est donnée par, ça c'est assez simple aussi, vu que le corps est au repos. Ici, j'ai simplement ME fois C, et ici, j'ai 0. Voilà. Donc ça nous permet notamment d'écrire la quadriquantité de mouvement avant le choc. Ça serait la somme de ces deux trucs. Par ailleurs, la quadriquantité de mouvement du photon après le choc est donnée par E' sur C. Je mets un E' ici parce qu'on va voir que l'énergie du photon nécessairement a changé. Et c'est une des choses qui fait l'intérêt de ce genre de diffusion. On a ici E' sur C fois U'. Et enfin, la quadriquantité de mouvement de l'électron après le choc s'écrit gamma MEC gamma E simplement P. Voilà. P, la quadriquantité de mouvement spatial. Je vais peut-être noter P', pour être un peu cohérent. Voilà. P', la quadriquantité de mouvement spatial de l'électron après le choc. Je vais même lui mettre un petit E complètement habillé comme ça. P'. Ce que je cherche là-dedans, on va voir comment on peut établir une relation entre le E' qui est ici, le E qui est là, donc l'énergie du photon après et avant le choc, et l'angle θ qui est ici. Et donc pour ça, ce genre de calcul, il faut quand même le prendre dans le bon sens. Là, ici, en fait, il se trouve que si j'écris la conservation de la quadriquantité de mouvement, donc si j'écris que P gamma plus P est égal à P' gamma plus P', voilà. Et si j'isole le P', d'un côté de l'équation, P gamma plus P moins P' gamma
égale à P', E. Voilà, si j'écris ça comme ça, en prenant la norme au carré des deux membres de l'équation qui est ici, et ben on va obtenir assez rapidement le résultat qu'on cherche. Donc c'est parti, on a cette égalité-là, et j'écris que je vais prendre la norme de ça au carré et la norme de ça au carré. Ce que je vais faire plus précisément, c'est que je vais faire le produit scalaire de chacun des termes avec eux-mêmes. Donc je vais l'écrire comme ça, comme on le fait avec les vecteurs. Hein. Je vais écrire ça comme ça, ou ce que j'appelle ici P au carré, c'est simplement P, produit scalaire avec P. Donc voilà, le carré qui est ici, là et là, il veut vraiment dire ça, c'est le produit scalaire du quadrivecteur avec lui-même. Donc si j'applique ça ici, ces quadrivecteurs étaient égaux, donc leur carré aussi, et je vais développer le carré qui est ici. On va voir qu'on aura 6 termes. Donc, ça marche comme les carrés, les identités remarquables usuelles. Donc ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, et les doubles produits. Bon, et puis je vais l'écrire ici, parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de place. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'il faut l'écrire proprement et pas se tromper. Voilà, il faut être un petit peu vigilant. Donc c'est parti. Le carré de ce terme-là me donne 6 termes, c'est-à-dire P gamma au carré plus P E au carré moins P' gamma au carré, avec un plus ici d'ailleurs. Les doubles produits, 2 P gamma P E, avec un plus, moins 2 P gamma P' gamma, moins 2 P E P' gamma, est égal à PE P. Voilà. Alors dans les termes qui sont ici, on va voir les simplifications suivantes. Ça, c'est la norme au carré du quadrivecteur quantité de mouvement du photon, c'est la norme au carré de lui. Or, je vous rappelle, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu plusieurs fois, que la norme au carré du quadrivecteur quantité de mouvement, c'est simplement la masse au carré, fois c carré. Donc ici, comme le photon a une masse nulle, cette quantité-là vaut 0. Pour exactement la même raison, ça vaut 0 aussi. Ça, d'après ce que je viens de dire, c'est ME carré fois C2. Pour la même raison aussi, ce terme-là, c'est aussi ME carré C2. Enfin, pour les produits scalaires qui restent, ça, scalaire, ça, il suffit de regarder dans les équations. Hein. Donc, P gamma fois PE, c'est lui scalaire lui. Et je vous rappelle comment on fait les produits scalaires avec les quadrivecteurs. On fait ça fois ça, moins ça fois ça. Attention au moins. Contrairement au vecteur habituel, il y a un signe de différence entre la partie spatiale et la partie temporelle. Donc ça fois ça, moins ça fois ça, là c'est 0, donc ce terme-là ne joue pas, donc c'est simplement ça fois ça. Donc ça fait ME fois E. Donc ça vaut simplement ME fois E. De même, celui qui est ici est vraiment simple, puisque c'est PE, c'est lui fois scalaire lui, donc à cause du 0 qui est ici, c'est un peu très simple, c'est ME fois E'. Et attention, ce que j'ai noté ici, c'est simplement le produit scalaire. Il n'y a pas le 2 dedans, il faudra le prendre en compte après. C'est vraiment le produit scalaire qui m'intéresse ici. Et lui, lui c'est le produit scalaire de ça avec ça. Donc allons-y, ça fait E' sur C2, ça fois ça, moins ça fois ça, c'est-à-dire il y a encore E' sur C2, fois U scalaire U'. Le produit scalaire de ça avec ça. Et si vous regardez sur la figure tout à l'heure, ça, le produit scalaire qui est ici, c'est simplement justement le cosinus de l'angle qu'on est en train de chercher. Un produit scalaire de vecteur usuel comme ça, c'est la norme de l'un 1, fois la norme de l'autre 1, qui sont unitaires, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors ça, c'est le cos θ qu'on a introduit tout à l'heure. Bon, avec tous les éléments qui sont ici, là, ça simplifie pas mal. Vous voyez que ce terme-là se simplifie avec celui-là. C'est-à-dire que lui, là, se simplifie avec lui. On a vu que lui était nul, lui était nul, c'est écrit ici. Et ce qui reste, c'est simplement une relation entre trois termes. Je vais commencer par l'écrire tout d'abord bêtement. ME, facteur de E moins E' est égal à, et ce terme-là, je vais le passer de l'autre côté, E' sur C carré, facteur de 1 moins cos θ.
voilà ce que nous dit la relation cinématique qui est ici quand on développe explicitement ce que valent les différentes quantités. Donc du coup ça j'en ai plus besoin, je vais l'effacer. Et alors ça on l'écrit souvent de manière un petit peu différente, parce que pour les photons l'énergie est reliée à la fréquence et aussi du coup à la longueur d'onde de la radiation à utiliser. Je vous rappelle que E c'est donné par h nu, où nu c'est la fréquence, h c'est la constante de Planck, et donc ça c'est aussi donné par hc sur lambda, où lambda c'est la longueur d'onde et c c'est la vitesse de la lumière. Donc on voit ici que lambda c'est en 1 sur E, on va voir que ça permet de réécrire l'équation qui est ici de manière vraiment simple en fonction des longueurs d'onde, puisque si je divise tout par E', j'obtiens que E moins E' sur E' est égal à 1 sur mc carré, facteur de 1 moins cos θ. Et j'ai écrit ça de cette manière-là parce que ça, du coup, ça s'écrit 1 sur E' moins 1 sur E. Voilà. Vous pouvez simplement mettre ça au dénominateur et vous allez tomber là-dessus. Et 1 sur E', on voit dans la relation qui est ici que c'est lambda sur hc. 1 sur E' ici, c'est lambda prime sur hc. 1 sur E, c'est lambda sur hc. Donc en fait, on voit qu'on a lambda prime moins lambda sur hc est égal à 1 sur mc2, facteur de 1 moins cos θ. Et donc on a lambda prime moins lambda est égal à h sur mc, facteur de 1 moins cos θ. Ça je l'encadre, parce que cette expression nous donne effectivement une relation entre la longueur d'onde du photon qui a été diffusé et la longueur d'onde du photon incident, en fonction de l'angle que fait le photon diffusé avec le premier. Et alors, on écrit ça de manière souvent un tout petit peu plus compacte, puisque ça, c'est une grandeur qui a la dimension d'une longueur. On le voit dans la relation ici, mais on peut aussi vérifier explicitement avec un calcul d'analyse dimensionnelle, et ça on le note lambda c. Et ça c'est la longueur d'onde de Compton. Et la valeur numérique de ça, lambda c, c'est de l'ordre de 2,4 fois 10 moins 12 mètres. Donc c'est quelque chose qui est faible, en particulier c'est petit devant la longueur d'onde de la lumière. Vous rappelez que la longueur d'onde de la lumière, en optique, et la longueur d'onde c'est de l'ordre entre quelques centaines de nanomètres. Lambda est de l'ordre de 10 puissance moins 7 mètres pour l'optique. Donc ça fait du coup, si on fait une diffusion Compton de ce type-là dans l'optique, le terme qui est ici, il est de l'ordre de 10 moins 12 mètres, et l'écart de longueur d'onde, il est vraiment petit dans la longueur d'onde. Donc c'est quelque chose qu'on n'observe pas facilement. Par contre, dans le domaine des rayons X, des rayons gamma, ça c'est quelque chose où, quand la longueur d'onde du coup devient de l'ordre de 10 moins 12 mètres, suffisamment courte, et bien ça c'est un effet qui est important, et la variation relative de longueur d'onde, elle peut être importante. Et ça, on peut vérifier expérimentalement, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire. On peut vérifier expérimentalement qu'effectivement la différence de longueur d'onde, elle est liée à la direction dans laquelle le photon diffusé est réémis, est envoyé. On peut vérifier qu'effectivement cette relation-là est bien vérifiée. Alors, je m'arrête ici pour ce cours qui vous a montré différents aspects des chocs entre les particules et tout ça. Je vais juste faire un résumé quand même de ce qu'on y a fait, non pas pour les résultats et les différentes situations individuelles qu'on a étudiées. J'en ai choisi arbitrairement quelques-unes, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Je vais plutôt revenir sur les techniques et les points importants, les choses qu'on a utilisées vraiment tout le temps, et que vous allez réutiliser tout le temps si vous devez refaire des exercices de ce type-là. Donc, 8. Rappel des points importants.
Donc je vous rappelle que les particules, les corps sont décrits par la quadri-quantité de mouvement. Il s'écrit gamma MC, gamma MV pour les particules qui ont une masse M, ou ici ça c'est quelque chose qui représente 3 composantes du vecteur vitesse, donc il y a bien 4 composantes en tout. Ce qui s'écrit aussi E sur C et E sur C2 fois V, pour, donc de manière générale, et l'expression faite ici est un peu plus générale justement parce que elle s'applique aussi aux particules de masse nulle. Donc même pour les particules de masse nulle, on a cette relation. Quelques propriétés importantes de ce quadrivecteur. C'est un quadrivecteur. Donc, par définition, ça veut dire qu'il se transforme d'une manière bien précise quand on change de référentiel, quand on passe d'un référentiel inertiel, quand on passe d'un référentiel à un autre qui est en translation rectiligne uniforme par rapport au premier, les composantes qui sont ici changent, et elles changent d'après la transformation de Lorentz. Donc ça, c'est quelque chose qui, attention, n'est pas un invariant relativiste, c'est quelque chose qui dépend vraiment du référentiel dans lequel on est. Encore une fois, c'est même comme ça qu'on a introduit les quadrivecteurs. Par contre, la quantité de mouvement totale d'un système, c'est quelque chose qui est conservé. Donc c'est la même chose, ça garde la même valeur au cours du temps. Quand on a une réaction, la quantité de mouvement, la quadri-quantité de mouvement initiale est la même que la quadri-quantité de mouvement finale. Même si ces quadrivecteurs, même si ces quantités n'ont pas la même valeur dans tous les référentiels, une fois que je me place dans un référentiel donné, ça a une valeur constante au cours du temps. Donc c'est conservé, mais ce n'est pas invariant. Par contre, la norme au carré de ce quadrivecteur, ça c'est quelque chose qui est invariant, qui est la même chose dans tous les référentiels, et on peut calculer en faisant ça au carré moins ça au carré, ou ça au carré moins ça au carré, et on s'aperçoit que ça fait M2C2. Donc c'est quelque chose qui est vraiment relié à la masse, on appelle ça d'ailleurs la masse invariante assez souvent. Donc voilà, la norme au carré du quadrivecteur quantité de mouvement est égale à M2C2. Donc ça c'est un truc qu'on a utilisé plusieurs fois, et c'est une propriété qui dans les calculs peut être intéressante. De manière plus générale, on a vu aussi que P1 scalaire P2, où P1 et P2 sont deux quadrivecteurs quantité de mouvement, c'est aussi quelque chose qui est invariant. Donc ça a la même valeur dans tous les référentiels, en particulier si on l'écrit dans le référentiel du centre de masse et dans le référentiel du laboratoire. Chacun des deux quadrivecteurs aura des expressions différentes dans ces deux référentiels, mais le produit scalaire des deux ce sera constant, et ça peut être intéressant d'écrire la valeur de ça dans les deux référentiels, d'égaliser les valeurs obtenues. Parfois, pour obtenir certains résultats, ça peut aller plus vite. Voilà. Donc je m'arrête ici, le reste, après, il y a vraiment plein d'exercices qu'on peut faire autour de ça. Il y en a certains qu'on a vus en TD, d'autres qu'on avancera aussi en TD, mais ça tourne vraiment toujours autour de ces choses-là.